Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast de Contournement. Vous êtes dans l'épisode a priori 122 et j'ai le plaisir de recevoir Élise Reichardt, qui est la cofondatrice de Chaise à bascule, qui est un collectif dont on va parler, mais qui est aussi une experte d'un outil dont on n'a jamais parlé littéralement en 121 épisodes, qui est Coda, qui est pourtant un outil que nous, on avait identifié dans cette mouvance no-code déjà dès 2019, qui était déjà qui existait, mais où il y a un truc en France, et ça commence à changer, notamment grâce à toi, Élise, mais pas personne n'utilisait, il y avait des gens qui en parlaient, et cetera. Et je vois que ça commence à se réveiller. On va parler évidemment de tout ce que tu fais autour de Coda, on va parler de Coda en lui-même, de cet outil, qui est très intéressant. Et on va aussi un petit peu s'interroger, je suis curieux d'avoir ton avis, un petit peu de savoir pourquoi finalement on n'en parle pas tant, pas beaucoup plus, et qu'il y a Notion peut-être qui prend toute la lumière, ou Airtable ou pas, ou d'ailleurs parce que je sais que c'est un outil qui est très populaire aux États-Unis, et donc voilà, donc ça c'est il y a un truc assez étonnant, donc on va creuser, puis surtout on va le faire découvrir. Et pour l'anecdote, donc en fait je crois que j'ai dû dire en fait dans des anciens épisodes que oui, si jamais vous connaissez quelqu'un qui fait du Coda et tout, j'aimerais inviter et tout. Puis finalement, en fait, ça s'est jamais fait. Mais ces derniers temps, ça fait quelques mois que j'ai une ou deux fois sur le Slack des gens qui m'ont contacté, que je salue d'ailleurs, qui m'ont dit ah bah tiens, est-ce que tu cherches toujours un expert Coda, etc. Et moi, du coup, j'avais déjà en tête qu'on échange ensemble, Élise. Donc voilà, on y est, mais ça commence à se réveiller du côté de Coda. Et puis, on va parler aussi de ce que vous faites à la chaise à bascule et tout. Moi, je crois que j'ai jamais fait une intro aussi longue, mais voilà. Bienvenue, Élise, dans le podcast de Contournement. Ça va? Merci, ça va et toi? Bah écoute, ça va pas mal. Est-ce que tu veux te présenter du coup pour nos auditeurs et nos auditrices qui te connaîtraient pas encore? Oui, alors, moi, c'est Lise Reichardt, j'ai 25 ans et du coup, je suis consultante no-code freelance depuis, plus de 2 ans maintenant et donc effectivement, j'ai créé la chaise à bascule en, septembre 2022 et je suis également initiatrice de la communauté Coda, francophone. Donc Coda tout simplement depuis, on va dire, l'été, 2023, c'est là où, tout a pris forme, aux côtés de Thierry et Mathieu qui sont là aussi, un peu plus dans l'ombre, mais ils sont là. Et on les salue. On les salue. Avant qu'on en vienne à ta rencontre peut-être avec les outils no-code, parce que je sais qu'avant Coda aussi, tu as utilisé d'autres outils. Enfin, en tout cas, tu étais plus connu, entre guillemets, dans l'écosystème d'autres outils. Mais tu nous raconteras ça, et puis on parlera aussi du coup de ta rencontre avec Coda et tout ça. Mais peut-être juste pour en savoir un tout petit peu plus sur ton background. Est-ce que tu as fait du dev? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience professionnelle avant? Est-ce que ça avait rien à voir? Est-ce que c'était un chemin tracé un petit peu que tu deviens consultante? Mmh. Bah, moi, le chemin tracé, heu, c'était le bac, scientifique et l'école d'ingénieur, voilà, jusque-là, ça va, mais j'avais pas forcément de comment dire? De rêve ou d'objectifs, particuliers. Je savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire comme job après. Mais, effectivement, ça s'est précisé au fil, de mes études. Je me suis dit: «Bon, ça me plaît la filière, génie industriel». Donc j'étais à l'INSA Lyon. Ça me plaît bien parce que c'est, heu, comment dire? C'est touche à tout, c'est un mélange entre, des problématiques, comment dire? Organisationnelles, optimisation des processus et aussi un peu de science, on va dire, dans tout ça. C'est ça, en fait, mon premier pas dans l'optimisation des processus, dans le génie industriel et OK. après, en fait, ça s'est précisé pendant mes stages où j'ai très vite mis les mains dans des Excel, des Google Sheets pour, comment dire? Pour optimiser plutôt la partie effectivement digitale des entreprises, durant mes stages et comment? C'est pendant mon stage de fin d'études au pavé que, je les mentionne parce que c'est mes plus, fervents supporters. Ouais, C'est ouais. au pavé que donc c'était il y a 3 ans que j'ai découvert vraiment Airtable, le no-code, poussé par Jim, le dire le cofondateur.
OK. qui lui était un fervent utilisateur de Zapier. Il avait entendu parler de Notion, Airtable et tout ça. Et donc, c'est En là en où quelques j'ai mots, il commencé l'utilisait à... pourquoi? En fait, dans sa boîte, donc c'est une boîte qui fabrique des pavés, en fait, des plaques à partir de déchets plastiques. OK. Donc, c'est là aussi mes premiers pas dans l'ESS à travers mes stages, donc dans l'ESS et dans le no-code. Et Mmh. donc, lui, c'était, comment dire, c'était pour optimiser ses tâches du quotidien dans son entreprise. Donc, envoyer des relances, même gérer ses rendez-vous, voilà, optimiser. Et c'était au début connecté, tu vois, sur des Google Sheets, sur du Gmail, mais il y avait pas de... peut-être avec leur Zoho aussi, effectivement, Mmh. leur CRM Zoho, mais effectivement, il y avait pas de Notion ou d'Airtable au début, pour la partie vraiment opérationnelle, en fait. Donc Il y avait c'était un beaucoup de CRM et après... l'interconnexion, quoi. Utiliser Ouais, Zapier c'était ça. pour interconnecter les outils du système d'information, mais sans Ouais. avoir peut-être un endroit un peu central, un peu Ouais, c'est ça. Sur la partie commerciale, tu vois, c'est plus facile d'avoir un CRM, ouais. d'en trouver un. Mais sur la partie opérationnelle, effectivement, c'était, encore beaucoup sur Google Sheets avec du Zapier. Et donc, c'est là où j'ai commencé à du coup les accompagner à découvrir Airtable. Donc, sur le terrain, OK. carrément, j'ai implémenté Airtable pour faire, toute la partie suivi des commandes en ligne de production. Tu vois, il y avait des bipettes où on suivait, quelle plaque est produite quand pour quelle commande, OK. et la partie aussi où tu planifies les productions, tu expédies les commandes, tu as le SAV. Enfin, c'était assez complet comme, 1er projet Airtable. Aujourd'hui, je les accompagne toujours, hem, dans tout ça. Et ouais, c'est un peu grâce à eux que j'ai découvert le no-code. OK. Non, bah, c'est cool, c'est hyper concret. Moi, j'aime bien les usages des outils no-code, tu vois, dans des boîtes qui, a priori, n'ont pas de rapport direct avec le numérique, tu vois? Je trouve ça hyper cool et hyper, palpable, quoi. C'est pour ça que, ouais, comment dire? C'est pour ça que j'adore aussi, bosser avec des boîtes, logistiques ou industrielles. C'est parce que, voilà, c'est super concret. Et ouais, on utilise nos codes pour suivre la vie d'objets. Et donc, c'est vrai que ça prend tout son sens, enfin, Mmh. encore plus son sens que dans des boîtes de services, je trouve. Ouais. Ouais, non, c'est clair. OK, et donc qu'est-ce qu'avant qu'on arrive sur Coda, justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis, peut-être, voilà, là tu nous dis comment tu as découvert les outils no-code, mais qu'est-ce qui t'a amené à Coda, le chemin? Est-ce que tu as commencé à faire un peu d'émissions déjà sans Coda? Qu'est-ce qui te tu vois? Comment tout ça s'est passé effectivement? C'était beaucoup, comment dire, des découvertes et une exploration aussi au fil de l'eau. Voilà, donc j'ai découvert, pardon, Airtable, sur ce premier stage. Après, c'est devenu, mes clients, le pavé, donc depuis, je disais depuis tout ce temps, et donc je les accompagnais pas mal sur du Airtable. Donc voilà, beaucoup de missions Airtable effectivement au début. J'ai découvert, l'écosystème autour d'Airtable, donc avec du Software. Mmh. Hem, Très vite, je me suis fait embarquer dans Make, Mmh. heu, par les différents, on va dire, consultants, de la communauté No Code France, donc qui défendent pas mal Make. Donc j'ai pas été déçue aussi de découvrir Make. Et effectivement, pendant, ouais, toute la première année, c'était principalement ces 3 outils, donc Airtable, Software, Make. Mmh. D'ailleurs, j'en profite pour dire que grâce au pavé, j'étais dans les premières à tester les interfaces Airtable parce qu'ils avaient des besoins, et c'est vraiment le Mmh. week-end où les interfaces sont sorties que j'avais une mission pour eux enfin, à faire. Et donc j'ai vraiment tout construit avec les interfaces, et c'est un peu comme ça effectivement que je, comment dire? Que j'ai aussi créé on va dire une expertise autour des interfaces Airtable, et qu'on peut me retrouver sur, sur YouTube à parler des interfaces d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y avait eu un épisode de Airtable Arena, donc l'émission qu'anime, enfin qu'a lancé Julien Mottet, faut qu'il anime aussi, et vous êtes plusieurs, régulièrement, et ça tourne un petit peu et tout, c'est assez chouette sur le Twitch de No Code France, une fois par mois au moins. Quand ça n'est pas, remplacé par, Coda Arena. Non, non, ça a pas Oui, remplacé d'ailleurs, je crois, je sais plus, je me souviens. Si? Si, c'était vous avez l'été fait ça, hein? dernier. Ouais, L'été dernier, il était pas là. J'ai dit, comment dire? Je l'ai convaincu de me laisser le créneau. le créneau, et du coup, j'ai transformé son Airtable Arena en Coda Arena. Ça, c'était C'était pas assez mal, ouais. marrant. C'était marrant. Et du coup, oui, il y avait un épisode où tu avais montré, donc c'est peut-être ce que tu avais fait pour le pavé, que tu avais montré justement dans cet épisode, parce que vous aviez tous partagé des choses que vous avez construites sur les interfaces.
C'est Oui. hyper intéressant. Je me souviens que j'avais regardé. Moi, j'ai beaucoup résisté aux interfaces d'Airtable, je dois dire. Et finalement, ça y est, je m'y suis mis parce que je trouve que ça y est, ça atteint un stade de maturité assez intéressant. On peut faire des choses intéressantes avec. Mais j'ai mis du temps, ouais, je reconnais. Bah, moi, c'est vrai que c'était surtout, comment dire? Je m'y suis mis dès le début parce qu'en fait, j'ai eu des besoins, pour des équipes opérationnelles, tu vois, qui mettent pas les mains dans les bases de données et en fait, il fallait comme ça, quelque chose de simple avec en plus des infos qui viennent de plusieurs tables, Mmh. en un seul endroit. Donc très vite, en fait, je me suis dit: «Ouais, ça va pas être possible de leur filer des bases comme ça, en fait, pour la personne qui gère la logistique ou la planification, ça». Ouais, il fallait que je trouve un moyen. Mais Mmh. effectivement, Julien aussi a été, a résisté quelque temps avant de basculer aussi. Bah, au début, c'était un petit peu ni fait ni à faire. Après, moi, je trouve que c'est un Ouais. petit peu on pourra en reparler peut-être pour voir par rapport à Coda si c'est le cas, mais tu vois, je trouve que le fait qu'on utilise quelque part aussitôt ces outils, en fait, ils sont pas tous encore mûrs, enfin, surtout les bases Mmh. de données dans Airtable, bon, ça c'est mûr depuis un moment, mais les automatisations, les interfaces, c'est des choses qui rajoutent petit à petit, et nous, on est là à les utiliser, tu vois, un petit peu comme tu le dis, bah, dès le début, des fois. Et donc, bon, c'est pas toujours bien fini, des fois il y a des bugs, des fois il manque des fonctionnalités, et Ouais. donc, c'est ça, on est un peu marrant. Et justement, alors, du coup, arrivons peut-être à ce Oui. moment. Est-ce que tu découvres Coda en parallèle, j'imagine? C'est quoi la courbe? Est-ce que tu vois, ou est-ce que tu entends parler d'abord, ça t'intéresse pas? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que tu t'es dit, je vais m'intéresser à Coda? Et après, évidemment, on va expliquer ce que c'est Coda, mais déjà, finissons un petit peu avec le La parcours. la 1re fois où j'ai entendu le mot coda, où j'en ai entendu parler, en fait, c'est dans votre formation, sur, la cartographie des process, je crois, Ok, avec Xavier, ouais. avec Xavier qui à la fin disait: «Ouais, moi j'utilise Coda dans ma gestion de projet». Donc là, j'ai fait: «Ah ouais? OK». Ok. Enfin étrange, je ne connais pas. Donc finalement Xavier qui est là, on le comment dire? On sait qu'il utilise Coda, mais on l'entend pas trop, on l'entend pas trop sur les réseaux, il est occupé. Il est occupé. Mais comment dire? Donc c'est avec Xavier que j'ai entendu Coda pour la première fois et ensuite j'ai pu penser et ensuite donc on arrive en donc 2022, je fais l'année avec Airtable, Software Make et en 2023, donc c'est là où la chaise à bascule, ça prend un peu plus de forme. On utilise non seulement Notion on utilise beaucoup Notion pour gérer nos projets, nos Mm. tâches, même, notre base de connaissances, donc pas mal avec la chaise à bascule et aussi, avec mon copain où je l'aide en fait à construire un projet aussi avec Airtable Mhm. et Software, les rechargeurs pour ceux qui qui connaissent et donc voilà, dans ces 2 projets que je que je construis, on utilise pas mal Notion et je me rends compte, que j'utilise du Notion pour la partie, gestion de projet et du Airtable pour la partie data. Et même la partie, data ou pour connecter aussi les datas avec des newsletters et ce genre de choses et donc j'étais là: «Mais zut, il y a pas un outil qui existe pour, hem» c'est notamment sur les rechargeurs où je me suis cassé la tête, où je me dis: «Mais en fait, on a tous nos contacts sur Notion, est-ce que je peux pas les connecter à une newsletter?» En fait, je voulais automatiser des choses et je trouvais pas comment faire sur Notion, j'étais assez bloquée. Là, je me suis dit: «C'est pas possible, en fait, il faut que je trouve un outil qui me permette non seulement d'avoir de la flexibilité, de gérer les projets, prendre des notes, hem, voilà, mettre en page, en fait, mon espace, à ma manière, on va dire Mm. et aussi d'être puissant sur la partie automatisation, hem, intégration et construire des graphiques. En fait, je voulais un peu le meilleur des des 2 Mhm. mondes et c'est là où j'ai, remis les mains dans Coda et à ce même moment-là, tu vois, j'ai eu aussi une demande d'un client qui voulait un portail sur Software et je me suis rendu compte que ce client, en fait, il bossait sur Coda. En fait, ses datas étaient dans Coda et il voulait un portail sur Software. Donc c'est vrai que c'est 2 outils qui fonctionnent Mhm. pas très bien ensemble, donc cette mission, elle s'est pas faite. Mais j'ai aussi à ce moment-là vu de mes yeux un espace Coda utilisé au quotidien Mhm. par des équipes pour s'organiser et donc c'est tout ça voilà, qui m'ont tous ces éléments m'ont conduit à me dire: «OK, je tout ce que j'ai fait sur Notion et Airtable pour la chaise à bascule, on les passe sur Coda, un seul outil» et pareil pour les rechargeurs aussi, j'ai fait cette migration-là pour passer sur Coda.
OK. Bon, écoute, on va parler de Coda plus précisément, mais c'est intéressant, tu vois, le chemin, je pense, que tu as évoqué là, parce que peut-être que certaines personnes qui n'ont jamais encore entendu parler de Coda, mais ont fait un peu ce chemin où ils ont été un peu bloqués, où ils n'ont pas trouvé leur équilibre entre Notion et Airtable, par exemple, bah voilà, peut-être que Coda est la solution pour eux. Peut-être pas, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense que bah, il y a des gens dans ce cas. En tout cas, ça permet aussi un petit peu de situer peut-être Coda sur l'échiquier du no-code, on va dire. Mmh. Mais justement, parlons-en. Comment toi, tu expliquerais Coda, admettons que je ne sois pas dans l'écosystème, tu vois. Comment tu l'expliquerais à tes parents, peut-être? Alors, sauf si tes parents Mmh. font du no-code, mais moi, mes parents, par Non. exemple, ils ne comprennent rien. Tu vas expliquer à tes parents Coda. Comment Waouh, tu le fais en quelques mots? à mes parents. Oui, je dirais que Coda, c'est un outil de collaboration. J'aime bien présenter ce Coda sous cette forme. C'est vraiment pour collaborer à plusieurs et construire, ton outil, en fait, du quotidien où tu peux non seulement, prendre tes notes, gérer tes projets, mais aussi, voilà, automatiser, piloter, de plus loin quand tu es, un dirigeant, d'entreprise et que tu as envie, voilà, d'avoir des tableaux de bord, des indicateurs. Ça, c'est aussi possible. En fait, en fonction aussi de la personne que j'ai en face de Mmh. moi, je vais plus parler de la partie opérationnelle ou de la partie, tableau de bord. Mais, c'est comme ça que je le présenterais et je dirais aussi qu'en fait, cet outil-là, il peut se connecter à aussi Mmh. tout l'environnement et tous les autres outils qu'on utilise. On attends, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais ouais, est-ce que peut-être tu peux, forcément tôt ou tard, on va un petit peu comparer avec Notion et Airtable, surtout avec Notion, je pense. Mais justement, j'ai pas envie qu'on compare trop d'abord. Et justement, peut-être, et si tu peux expliquer, tu vois, à quoi ça ressemble visuellement. C'est pas évident. Là, on est dans un podcast et tout, et j'invite tout le monde évidemment à regarder des Mmh. vidéos sur YouTube et tout. Mais j'aime bien cet exercice. Je trouve ça intéressant, tu vois, parce que peut-être que ça va te permettre d'exprimer un peu ce qui est un peu singulier aussi dans Coda, tu vois. Mais genre, quand quelqu'un arrive dans Coda, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Et après, on va aussi donner un peu des cas d'usage, je pense. C'est un bon exercice. Tu vois, si tu décris un peu tes Mmh. premiers pas dans Coda. Moi, j'aime bien présenter, Coda, ou en tout cas, l'univers Coda de cette manière. Donc quand tu arrives dans Coda, en fait, tu as plusieurs, classeurs, plusieurs espaces, en fait, plusieurs docs, on appelle les docs et donc ces docs, il faut les voir comme des classeurs et dans chaque classeur, tu as des pages et donc tu peux comme ça avoir, ton classeur pour une certaine activité et un autre classeur, un autre doc pour, une activité peut-être personnelle et donc dans le classeur, tu peux donc ordonner, des pages et dans ces pages-là, stocker soit, du texte ou, des informations structurées sous forme de base de données ou même faire, voilà, des graphiques à partir de ces données-là et donc c'est comme ça que comment dire? Qu'avec un peu de créativité, on construit notre espace de travail. Effectivement, on part souvent d'une feuille blanche. Mm. C'est ça aussi la beauté de ces outils-là, c'est, partir d'une feuille blanche et d'imaginer notre espace, idéal. C'est en ça que je pense Coda est un petit peu mis souvent en parallèle avec Notion, Oui, c'est qu'il y a vraiment ce truc de la page blanche, quoi. Et mmh, après, dans cette c'est page vrai. blanche, tu peux mettre du texte, tu peux mettre un peu ce que tu veux, tu peux mettre notamment aussi des bases de données. Ouais. Euh, Et un des trucs, moi, que j'avais trouvé un petit peu singulier dans Coda à l'époque, ça commence un peu à changer, Notion évolue un peu dans cette OK. direction, je trouve, c'est le côté, tu peux mettre des boutons, par exemple, tu peux mettre des champs de formulaire, tu peux mettre en fait des éléments d'interface, comme je dirais. Et donc, tu peux te créer en ça, vraiment, et ça, c'est depuis le jour 1 de Coda, je crois, en tout cas depuis moi que je le connais, je sais même pas quand ça a commencé, mais donc depuis déjà 5 ans, tu peux créer des outils, des applications. Là où Notion, tu crées quand même plutôt, on va dire, un document un peu Oui, statique, même s'il y a des bases de données, mais tu peux pas. Alors, il commence à mettre des boutons, etc. Mais bon, voilà, on va pas rentrer trop dans Notion. Mais voilà, dans le Coda, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intrinsèque, je trouve. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les boutons. J'en parle pas parce qu'en fait, c'est tellement naturel, mais c'est Mais vrai que tu c'est les une vraie utilises du coup? force. Ça, c'est un truc que tu utilises, tu vois, c'est-à-dire que quand tu es dans tes. Pour comprendre un peu tes Oui, us. oui, oui, c'est vrai que les boutons et le fait comme ça,
que ce soit les boutons au niveau, on va dire, dans les tables ou même des boutons directement, en fait, dans ce qu'on peut appeler le canevas, mais en fait, c'est dans la page, eh bien, c'est super puissant parce que tu peux faire un peu ce que tu veux aux boutons et c'est là, en Mmh. fait, toute la puissance. C'est que tu peux mettre des formules assez avancées. Tu peux appeler, de la donnée qui est stockée dans n'importe quelle, base de données, n'importe quelle table, heu et ça, c'est vraiment, ouais, ça change vraiment la vie de pouvoir ajouter des filtres, de pouvoir ajouter des actions, dans ces boutons, hem et même effectivement de rajouter ce qu'ils appellent les contrôles, c'est-à-dire pouvoir, comme ça, en un clic, filtrer aussi la page sur laquelle tu es, hem, ou, ouais, filtrer selon la personne que tu es ou selon un projet, heu, que tu as sélectionné. Il y a plein de effectivement, il y Mmh. a plein d'éléments, heu, qui nous rendent un peu accros dans Coda et voilà et même quand on retourne dans Airtable, dans les formules de Airtable, on se rend compte qu'on peut pas aller aussi loin que ça. Mmh. Et Ouais. ça en devient presque frustrant sur Ouais. certains autres outils. Mais je pense que tu l'as testé avant moi, Coda, d'ailleurs. Ouais, mais bon, très brièvement, enfin, c'était vraiment, mais ouais, ouais, moi j'ai trouvé en fait, c'est Erwan, hein, pour être tout à fait honnête, qui m'en a parlé D'accord. très tôt quand on a commencé, un peu nos recherches et toute cette intuition autour du no-code, enfin qui vient d'Erwan, hein, d'ailleurs. Il m'en avait parlé. Alors il avait une vision un peu, pas exact précise, il avait un peu cette intuition que Coda était plus puissant et pouvait faire certaines choses. C'est pas toujours le cas, mais voilà, ce côté un peu mais donc mais j'en ai jamais trouvé l'usage, donc c'est pour ça que il va falloir que tu nous dises un peu justement ce OK. que tu fais avec, même si pour moi maintenant ça devient beaucoup plus clair, mais voilà, on est parti un peu sur des choses un peu différentes. Mais il y a juste un autre truc que je veux souligner, Ouais. tu l'as évoqué là, c'est les formules. Et ça, c'est un truc qui est, je pense, aussi très important. Donc il y a un mécanisme de formule que tu peux utiliser dans les bases de données, mais pas que, en fait. Ouais. Tu peux les mettre, aussi, par exemple, quand tu construis, ton tableau de bord, tu peux comme ça, mettre des formules directement dans la page et afficher, voilà, ton nombre de projets en cours, ton nombre de Mmh. projets, terminés, hem et tu peux aussi, comme je disais, les mettre, dans des boutons et dans ces formules, en fait, déclencher, des actions et même un bouton qui déclenche des actions à la chaîne, enfin, on va dire deux trois Mmh. actions à la chaîne, eh bien, ça peut aussi se modéliser sous forme de formules avancées et ce qui est fou, c'est que c'est des formules avancées qui peuvent, voilà, déclencher des actions, qui peuvent même être, comment dire? Encore plus avancées quand on utilise ce qu'on appelle les packs. Packs, c'est un peu des Mmh. super pouvoirs, On va y venir, heu ouais. de Coda et elles sont avancées et pour autant, elles sont presque plus simples à écrire que Notion ou Airtable. Je parle Ah beaucoup de ouais, ces tu 2 trouves? outils-là parce que c'est ceux que j'utilise le plus, mais ouais, 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 franchement, OK. Tu oui. as l'expérience, tu peux le dire légitimement, je pense, puisque tu utilises aussi les 2. Est-ce que quand tu dis, par exemple, que Notion, est-ce que tu as suivi un peu les mises à jour des formules de Notion? Ce qu'ils appellent les formules Oui, 2.0? j'utilise encore Notion sur ma partie, perso, donc de temps en temps, je fais des Mmh. petites formules. Mais effectivement, oui, c'est plus simple parce qu'en fait, par exemple, rien que, par exemple, dire, if statut égal, tu commences à taper si statut, égal et bien là, tu tapes égal et il te propose les Oui, différents c'est vrai. statuts, tu vois, du champ. Mmh. Tu vois, rien que le fait de proposer, le fait que même si tu changes un des statuts et ben ça va pas faire bugger, tu vois, ta formule. Mmh. Ouais, ouais. Heu, Ce genre de petits trucs bêtes ou même les couleurs, ils te colorient en fait Mmh. quel élément vient de quelle table. Toutes ces petites choses-là et même le formatage, tu peux formater cliquer et ça te formate bien ta formule, avec les sauts de ligne et cetera. Hem, tout ça, c'est vrai que ça simplifie pas mal la vie et en plus par-dessus, tu rajoutes après ça, c'est peut-être parce que, on a un petit côté dev, c'est que tu rajoutes le fait que, heu tu peux, mettre les fonctions à la fin. Par exemple, dire, projet.count. Tu peux mettre les fonctions, Ah tu es pas bah, obligé de ouais, les ça mettre c'est au début à la Excel, mais de ouais. mettre, un point et ta fonction. Tu peux faire ça dans Ouais. Notion maintenant? Dans les nouvelles formules, ouais. Dans les nouvelles Ça, formules, tu peux? c'est OK. inspiré justement, bah, de la programmation objet comme dans JavaScript, le chaînage et donc du coup tu peux Bah, avoir ça, c'est plusieurs plutôt formules agréable. qui s'appliquent, séquentiellement, ouais. Il faut un peu le maîtriser, mais c'est vrai. Mais en fait, tu vois, il y a un truc que là, je suis pas allé retourner voir récemment les formules de Coda, mais effectivement, dans mon souvenir, et tout le monde le dit, de toute façon, elles sont beaucoup plus avancées que la concurrence, on va dire, dans les outils no-code, hein, même si Notion rattrape un petit peu là avec Oui, ses nouvelles formules. c'est ça. Mais moi, du coup, forcément, quand j'entends plus avancé, je me dis
c'est plus compliqué aussi à appréhender. Or, tu sembles dire que c'est pas forcément le cas, et je pense que tu as raison en partie grâce à en fait l'éditeur de formules. C'est vrai, ça j'y pensais plus, et Xavier le rappelle souvent des fois quand on est dans des lives, etc., est beaucoup Oui, plus c'est top. avancé en fait, et beaucoup plus, comme tu dis, il y a de la coloration syntaxique, alors ça vient d'arriver dans le chat, mais il y a Ça, de la proposition, de la suggestion, comme tu dis, de valeurs, des choses comme ça. C'était multiligne déjà, je crois, dès le début c'est ça. quasiment. Toutes ces choses-là font que effectivement ça aide aussi quand même à appréhender. Alors on s'approche du code quelque part, mais dans un contexte no code, quoi. C'est ça, et même tu peux faire des boucles, et je trouve qu'effectivement quand il y a un bug, tu es quand même guidé sur la résolution. Après effectivement dans l'eau, il y a quand même, une habitude. Quand on a plus Mmh. l'habitude de faire des formules dans Coda, tu es peut-être plus à l'aise aussi que dans Notion. Je pense que chacun aussi a ses Bien habitudes, sûr. heu, mais c'est vrai que par exemple, sur un outil comme Airtable, on s'attendrait aussi à avoir un éditeur plus avancé, mais Ouais, ils mais l'ont un ça tout reste un petit peu peu limite. amélioré, mais ouais, Airtable, c'est vrai que ça commence à faire un peu de la peine. Mais bon, ouais, et puis même les formules en elles-mêmes, je veux dire, de Airtable sont Ouais, très, très, très limitées, quoi. Je veux dire, mais bon, on verra. On est là pour parler de Coda et c'est justement parti, ouais. des bons Coda, bons côtés de Coda, mais non, mais on est obligé de toute façon de comparer un petit peu aussi avec les outils de référence, entre guillemets, Ouais. donc c'est normal. Tu as évoqué les packs. Est-ce que tu veux dire un mot justement sur cette fonctionnalité-là, en quelque sorte, enfin, cet aspect de Coda qui est important? Mmh. Oui, les packs, c'est en fait, c'est une marketplace, enfin un genre de magasin où vous pouvez aller, on va dire ajouter tout un tas d'éléments en fait, dans Coda pour lui donner, on va dire, des super pouvoirs. Ça va être, par exemple, un pack, voilà, Gmail pour, par exemple, est-ce que c'est le pack Gmail? On va plutôt prendre le pack Google Agenda. Donc le pack Google Agenda qui va, par exemple, vous permettre, voilà, d'ajouter, des tables synchronisées avec votre agenda, ou d'ajouter facilement, une tâche depuis Coda dans votre agenda. Donc on a le pack Google Agenda, je crois qu'on a aussi le pack Gmail qui vous permet effectivement d'envoyer des mails sur un clic Mmh. d'un bouton directement, avec votre boîte mail. Voilà, c'est C'est toutes les récemment, il y a le capacités pack un peu DocMaker. C'est c'est un ça, peu c'est toutes les capacités d'interconnexion de Coda, c'est qui, tu ça. l'as dit dès le début, Coda, en fait, et tu fais pas juste tes documents tout seul, tu peux aussi les connecter à tous tes outils habituels, quoi, sans passer par Zapier, etc., quoi. Ce qui est probablement possible aussi, d'ailleurs, hein. C'est ça, c'est qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on peut déjà connecter Coda grâce à ces packs, grâce à ces sortes d'extensions. On peut le connecter à tout un tas d'outils en Mmh. direct, en fait, mais aussi que ce soit Stripe, Zoom, tout ça. On peut les connecter en direct, et en plus, dans Coda, il y a aussi des automatisations, ce qui s'appelle rules, Mmh. et donc on peut, aussi créer, nos automatisations, pour, comment dire? Pour faire, pour rendre dynamique notre document, mettre à jour des statuts, voilà, faire tout un tas d'automatisation interne. Et c'est vrai que dans Coda, effectivement, les boutons prennent une grande place, et parfois là où on créerait une automatisation dans certains outils, on va plutôt créer un bouton Mmh. qui nous fait des actions. Et donc je trouve ce paradigme de mettre des actions dans un bouton, c'est aussi assez chouette. Mmh. Là, par exemple, dans Airtable, on pourrait avoir une checkbox, une Mmh. case à cocher qui nous déclenche tout un scénario. Mais donc, tu as comment dire? C'est vrai que du coup, l'action est décorrélée de l'automatisation, et ça devient parfois un peu moins logique le chemin, plutôt que de se dire: «Mais en fait, tel bouton, toutes Mmh. les actions sont Ouais, je suis d'accord. stockées directement dedans», et Mine de ça, rien, on c'est a vraiment l'habitude d'appuyer intéressant, ouais. sur des boutons toute la journée, quoi. C'est-à-dire tous les logiciels Ouais. qu'on utilise sont faits par des boutons. C'est vrai que c'est un paradigme, un élément d'interface fondamental, quoi. Et c'est pas un hasard si Notion commence à en ajouter un peu partout, etc. S'il y en Ouais. a aussi dans Airtable qui sont très basiques. Euh, dans Airtable, c'est fou qu'on puisse pas appuyer sur un bouton, déclencher une automatisation, quoi. Enfin, dans la base de données, parce qu'en fait, c'est Ouais, dans possible dans les l'interface, on interfaces. peut, mais ça, c'est dingue, ouais. Mais cela dit, tu vois, je le comprends de plus en plus, en fait, ce raisonnement dans Airtable, puisqu'ils OK. veulent que les gens plutôt créent des interfaces. Donc, voilà, il y a des choses qui sont possibles que dans les interfaces, parce que finalement, c'est là, en fait, que doit se passer ce type d'interaction. Donc, Airtable, ils ont choisi de vachement décorréler. Il y a un endroit, c'est base de données, tu stockes des données. Il y a un endroit, tu programmes tes automatisations, puis il y a un endroit où tu viens faire ton interface. Là où
Coda, par exemple, ou Notion, enfin, c'est tout dans le document, quoi. Tu mélanges un peu les choses. Alors bon, tu peux avoir tes interfaces, enfin, tes bases de données Mmh. à un autre endroit, mais c'est pas aussi schématique, quoi. Et moi, la vraie question que je me pose, c'est, tu vois, à quel point Airtable va être facile, de prise en main, à l'avenir, tu vois? Si les interfaces se complexifient, les automatisations, se complexifient, enfin surtout en fait, surtout les interfaces. Est-ce qu'après, tu vois, c'est pas plus complexe de s tu vois, de prendre en main et les interfaces et les automations d'un côté et la base, tu vois? Ça fait 3 environnements différents. Hem, j'attends de voir un peu Mmh. comment Non, mais c'est quelle un bon tournure ça point, va là. prendre et si ça va pas se se complexifier, en fait. C'est Mmh. un bon point. C'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire que j'aime bien que ça soit un peu séparé Oui. parce que mais puis ça dépend des gens, hein, j'ai envie quelque part, tu vois? Mais c'est vrai, hein, moi, je pense qu'à terme, on aura, 3 formations, en fait, sur Airtable, quoi. Forcément, là, je vois déjà que notre formation, elle explose parce qu'on on rentre des choses sur les interfaces, les trucs, mais ça devient trop gros et puis et les interfaces et les automatisations sont juste naissantes, donc clairement, mais oui, c'est des choses différentes. Mais tu vois, ouais, en tout cas, cette fusion, on va dire un peu de la logique des données et de l'interface au niveau du document, il y a sûrement des gens à qui ça plaît plus et c'est une logique qui vient plus vite. Je pense que ça va dépendre, quoi. Comment tu t'es formé, toi, à Coda, du coup? Est-ce que c'est en l'utilisant comme ça? Est-ce qu'ils ont des ressources, eux? Il y a pas, Mmh. à ma connaissance, de formation en français sur Coda, je sais pas, il faudra peut-être le faire. On en parlait un petit peu avant en off, mais toi, du coup, comment t'as fait? Est-ce que ça a été très empirique? Est-ce que t'as... Sur la plupart des outils no-code, effectivement, j'ai appris sur le tas. Hem, j'avais pris votre formation sur Make qui m'a beaucoup aidée à aller plus loin, parce que justement Make, je trouvais qu'il y avait plein de choses, comment dire? À apprendre de quelqu'un qui a poncé pendant Mmh. Ouais, des heures le c'est clair, sujet. ouais, je confirme. Et encore, je l'ai pas tout à fait fini, mais en tout cas, j'avais bien aimé. Et sur Coda, comment dire? Sur Airtable, j'avais pas ressenti trop le besoin parce qu'effectivement, il y a plein de ressources, et l'outil aussi était peut-être moins, effectivement, quand il y avait pas les interfaces et les automations étaient encore moins développées, c'est C'est vrai un qu'on peu faisait moins vite profond. on faisait vite le tour. Voilà, c'était Ouais. ce que j'allais dire, mais je sais Mmh. pas trop comment le dire. C'est ça, c'est un peu moins, profond. Sauveteur aussi, bon, j'ai appris sur le tas. Et c'est vrai que Coda, j'ai eu ce même sentiment que Make, où en fait, il y avait de la profondeur et Mmh. plein de choses techniques à aller comprendre. Hem, on peut effectivement très vite faire le tour des bases, mais si on veut aller plus loin, dans les formules, hem, les Ouais, c'est ce que actions, j'allais les dire, packs, notamment les formules quand même, ouais, les formules et la logique, j'imagine, quand même pas évidente à prendre en main directement, quoi. non, et Mais j'en apprends encore tous les jours. ouais, J'apprends encore tous les jours, notamment ça c'est avec normal, on apprend Mathieu tous, Busque. ouais. Ouais, non, c'est clair. Mais Mathieu Busque a comment dire? Un background de dev et qui utilisait Coda aussi depuis des années. Heu, on se partage aussi pas mal de bonnes pratiques. D'ailleurs, on a un petit Discord où on se partage nos galères et avec d'autres membres de la communauté, Coda, tout simplement. Et ce que je voulais dire, oui, du coup, Coda, j'ai suivi effectivement le Coda Doctorate. Ouais, qui est la formation qu'ils proposent, eux. Voilà, c'est l'accompagnement, la formation qu'ils proposent, pendant plusieurs semaines. Quand tu dis Hem, accompagnement, il y a des gens de Coda ouais, qui... OK, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des vidéos, donc on a des exercices et des vidéos à visionner. Et oui, une fois par semaine, on a, un office hour avec quelqu'un de chez Coda qui répond à nos questions. Et on a même, plusieurs, hem, ça c'était vraiment chouette, plusieurs interventions de OK, personnes, j'allais dire remarquables, qui gravitent autour de l'univers de Coda. Donc ça peut être, à un moment, il y avait même le CEO de Coda, OK, qui en voilà. live, qui est venu, nous parler, ouais, une trentaine de minutes. Il y avait, Alchen, enfin, il y avait plein de de figures de Coda, donc des employés, hem, ouais, le CEO, mais je me demande s'il y avait pas un consultant aussi à un moment. Donc c'était assez, franchement, c'était assez passionnant parce qu'en fait, c'est pas une formation où on va vous évaluer à la fin avec, un QCM ou quoi. Mmh. C'est vraiment, une formation qui vous accompagne, en fait, dans l'apprentissage de Coda. On doit construire un projet,
Et OK. après se le partager à la fin et faire des reviews en fait, des projets des pairs. Donc j'ai Et c'est trouvé ça comme très pratique, ouais. c'est un peu, c'est des cohortes, comment ça se passe? C'est ça, c'est des cohortes et c'est, 4 fois par an. OK, 4 fois par an, qui font OK, ça. trop bien. Donc avant, à mon é à au moment où je l'ai fait, il y avait la partie bootcamp qui était plus sur les bases de Coda et après la partie un peu doctorate où là, on approfondit et c'est vraiment la partie, on va dire, Mmh. plus officielle et je me demande si, il y a encore ces 2 parties-là, bootcamp et doctorate, puisqu'il y a, comment? J'ai un trou de mémoire, mais la personne qui anime, Maria, voilà, la personne qui anime, heu, a changé, chez Coda, donc peut-être que ça a un petit peu évolué, le format, Alors mais en tout cas, ouais, je vous donnerai les liens si jamais vous voulez voir, et c'est en OK. anglais, par contre. Je les mettrai dans les notes de l'émission. Oui, ça, c'est tu fais bien de le préciser. Ça peut être pour certains compliqué, mais en tout cas, c'est bien. Moi, je c'est malheureusement pas le cas de tous les outils no code, de faire bien, la partie éducation, quoi. Partie formation, enfin bon, je vais pas même pas parler d'Airtable tellement ça me dépite qu'ils me proposent quasiment rien. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est le cas de Coda et je trouve que ça montre aussi une vision, tu vois? Bon, ils ont évidemment, c'est dans leur intérêt, mais tout le monde ne le fait pas bien, donc C'est vrai que c'est très, j'allais dire familial. Non, mais en tout cas, l'ambiance était très, ouais. très familiale et en tout cas dans l'entreprise, elle est très, voilà, très comme ça, très, comment dire? Il y a beaucoup de bienveillance et d'écoute, et d'entraide et ça s'est beaucoup ressenti et voilà et voilà, pour le moment, c'est en anglais et c'est vrai que comme tu disais, il me semble en intro, c'est très focus sur les États-Unis initialement. Mmh. Mais là, ce qui est chouette, c'est que ça commence un petit peu à bouger et OK. on va voir si on restez à l'écoute. Peut-être qu'il y Ça, aura une formation, à venir. On va voir ce qu'on peut faire. c'est bon à savoir. Non, mais pour préciser aussi pour les gens qui écoutent, c'est que Coda, c'est quand même une société qui a levé beaucoup d'argent. C'est un vrai truc, quoi, entre guillemets. Je sais pas comment le dire mieux, mais que les gens ne croient pas que c'est un petit outil qui est fait dans un coin par deux trois personnes. C'est une grosse boîte. On a la chance d'avoir Alchen, effectivement, dans la communauté No Ouais, Code France, qui lit un peu le français. Il m'a dit qu'il parlait pas vraiment et j'ai voulu l'interviewer, je lui ai proposé de l'interviewer, mais il m'a dit qu'il était pas assez à l'aise en français. OK. Mais il vient de temps en temps en France, etc. On le voit dans le documentaire de Stan. Et donc c'est assez cool. Donc il y a des petits liens, mais c'est ouais, c'est quand même une grosse boîte. Donc c'est cool. Moi j'aime bien quand tu dis c'est un petit peu familial, etc. En tout cas, c'est ce sentiment que tu évoques. Je trouve ça cool pour une grosse boîte, tu vois. Enfin une grosse Ouais, boîte, bon, une grosse start-up, quoi. ouais, ils Je sais sont pas combien ils sont environ d'ailleurs. 200, Oui, donc voilà, c'est quand même pas anodin. Hein. C'est quand même là, on est déjà sur des. 200-250. Ouais et il y a aussi Federico qui est le seul employé Coda, qui européen, Ok. qui est donc qui bosse en Italie. Enfin, il est italien et donc d'ailleurs, on a organisé le premier meet-up, Coda, là, au mois de janvier et Federico était venu, Ok, d'Italie super. pour représenter Coda donc ça, c'était aussi, très chouette et on voit que voilà, on voit que, comment? Que ça évolue et que c'est vrai que beaucoup d'outils, en fait, finalement, américains sont concentrés sur le marché américain. On l'a vu très longtemps avec Airtable qui, c'était très Hmm. focus, Zapier heu, aussi. US. Ouais, Les Zapier. pires, c'est Zapier, je pense, parce qu'ils existent depuis plus longtemps et vraiment aucun effort vers l'Europe. Airtable, maintenant, ils ont quand même traduit en français l'interface, etc. Bon, ils s'en foutent un peu du marché français, mais quand même, ils ont traduit l'interface. Je pense que ça ils arrivent quand même, depuis ce switch et la traduction en français, je Ouais, pense que, forcément. on en parlait qu'en fait, traduire ça veut en fait ça implique parce que nous aussi on leur a dit: «Quand même, pourquoi vous traduisez pas?» mais en fait, traduire finalement ça implique toute une stratégie aussi pour se dire: «Bah Hmm, tiens, on va traduire, on va se développer absolument. dans ces pays-là et on va un peu asseoir Du notre support, présence dans ces c'est pays-là». Ouais il faut des commerciaux, du support, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. et même après, pourquoi pas les serveurs en Europe? Enfin, il y a plein de choses après qui Hmm, sont, tu vois, questionnées même, ouais, les serveurs ou même tout ce qui est, tu vois, RGPD, tout ça, comment ils hmm. font en sorte que bah, tous ces clients-là qui vont utiliser cette langue-là, en Ouais, fait, ouais, bien tout le sûr. reste, tu vois, soit aligné. Donc c'est ça, en fait, qui pour le moment, comment dire? Enfin, c'est là où pour le moment, l'idée, c'est pour le moment de se concentrer sur le marché américain, mais enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était, comment dire? Ça demande beaucoup de ressources de se développer dans d'autres pays Hmm.
Et donc, finalement, quand on voit les personnes de plus en plus utilisées, voilà, en Europe ou dans d'autres pays hors d'Amérique, eh bien, ça les incite et ça les conforte dans le fait de, voilà, qu'il y a un besoin. Mmh. Et dans d'autres, en fait, d'une culture à l'autre, on voit vraiment beaucoup la différence. On avait un échange avec Nina Kastenauer, une consultante d'Autriche, et elle me disait, en fait, en Autriche, on parle pas de Notion, on parle pas d'Airtable, on parle pas de Nocon, en fait. Mmh. Et il y a des pays comme OK. ça. Il me semble que c'est l'Allemagne aussi. Je crois que l'Allemagne et l'Autriche, en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins présent. Et tu as ce truc aussi tu vois, en fait, du point de vue des États-Unis, peut-être qu'en fait, tous les pays européens, ils les mettent dans le même panier. Et qu'en fait, Alors, cette phrase, je pense, est très vraie en général aux États-Unis, mais pour les Américains, malheureusement, pas que pour le no-code. Mais c'est un peu un cliché de dire ça, mais oui, pour beaucoup d'Américains, l'Europe, c'est un grand pays, quoi. Juste. et donc on est tiré vers le bas. Non mais non mais c'est pas ça, mais je veux dire, c'est vrai que en France, il y a une communauté assez forte, et je me demande si c'est peut-être, ouais, si c'est pas le pays européen, enfin, tu me diras, où la communauté no code est la plus présente, quoi. D'après mes recherches, oui. Après, je crois que, tu vois, ce sujet-là, un peu dans les startups, il y a aussi un peu ce truc de on est, je sais pas, nous, 65 millions, en Allemagne, genre en Italie, je sais pas combien ils sont. Enfin, tu sais, la fragmentation, tu vois, quand ils traduisent et que justement ils Oui. font les efforts que tu décrivais dans un pays, enfin, s'ils doivent le faire en allemand, en espagnol, machin, bah ça leur c'est plus d'efforts qu'en anglais où bon, ils sont déjà, je sais pas combien, 300 millions, et puis avec un fort pouvoir d'achat, et puis voilà. Mais bon, je sais pas. En tout cas, ouais, je crois, en tout cas, que en tout cas en France, le fait qu'il y ait une communauté no-code aussi présente fait un petit peu levier sur les éditeurs pour se poser des questions. J'ai l'impression. Après, je dis ça, Airtable, on a très peu de contact avec eux, donc ils doivent sentir qu'il se passe quelque chose, mais en même temps, ils s'appuient pas dessus, ils nous proposent rien. Communauté, j'avais même proposé de les aider sur la traduction, parce qu'ils ont fait des trucs vraiment bizarres dans la traduction en français, et on n'a pas eu T'aurais de dû les nouvelles, quoi. aider. Bah non, mais on m'a proposé, bon, c'était un tweet, hein, mais j'avais demandé à plein de gens de la communauté de partager ce tweet et tout. On n'a jamais eu de nouvelles. Bon, ça Zut, c'est pour je suis l'anecdote. arrivée sur Twitter trop tard, parce que ouais, je suis assez peu présente. Mais sur Twitter, mais effectivement, même on voit, j'en parlais avec Julien Mottet qui a le suite Hmm. Airtable qui est presque Ouais, t'es obligé de le faire lui-même, non? on a presque l'impression, Ouais. voilà, qu'il va chez Airtable. Et oui, il l'avait fait lui-même au début. Et au début, il avait aussi très peu de contacts. Maintenant, un peu plus, parce qu'il y a des bureaux Ouais. qui commencent à se Ouais, faire à Londres. Et Hmm. voilà, ça commence un peu à bouger. Et notamment depuis No Code Summit, le deuxième où ils Oui, sont venus, Airtable. c'était là, ouais. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et Ouais. je pense que Coda, ça peut suivre un peu la même trajectoire, même si, bah, là, ce qui est chouette, c'est que j'ai pas eu trop de mal à, voilà, je suis dans le Slack avec d'autres personnes de chez Coda. Je peux très facilement, effectivement, Qu'il soit joindre des accessible, personnes ça c'est là-bas. cool. Donc ça, c'est chouette. Ils sont Ça c'est très accessibles. très cool. Ouais. Donc, ça reste quand même chouette. Ils sont accessibles, même si c'est effectivement toute une autre culture. Euh, Ouais. Ça, comment dire, j'ai eu un grande aide, enfin, et un grand support grand soutien pour organiser le premier meet-up, et Bah d'autres sont écoute, c'est sûrement à cool. venir parce que ça les a pas mal emballés. Donc, Ok, donc vous préparez-vous. allez continuer. Donc juste dis-nous un mot sur la communauté, donc que tu as lancé, ou Ouais. en tout cas vous avez lancé. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a un site? Il y a des ressources, des meet-up? Alors oui, effectivement, donc on a initié la communauté qui s'appelle donc Coda tout simplement. Donc c'est la communauté francophone dédiée à Coda. En fait, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Coda tout simplement. On fait donc des vidéos. On va dire à peu près 2 fois par mois, et notamment, l'une des 2 vidéos, c'est un replay de l'émission, qu'on anime sur le Twitch de No Code Hmm. France. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Donc il y a Mathieu et Thierry. Thierry qui est un Belge, et Mathieu qui habite à Lyon. Hmm. Je suis sur Paris. J'ai que des équipes en remote. Mhm. Et hem et donc oui, on a un Discord Ok. où on s'entraide, en fait, où on a plusieurs, Et qui est ouvert à tout le monde. voilà, c'est ouvert à tout le Ok. monde. Vous pourrez Bah trouver le lien sur notre LinkedIn ou sur la chaîne YouTube, et puis je ok. vous le partagerai aussi. Bah tu me donneras tout ça. Je mettrai tout ça sous
dans les notes de l'émission sur le site et tout. Et Et voilà. du coup, je pense que c'est le mieux, c'est que les gens justement, maintenant, là, avec tout ce qu'on a décrit, si ça a fait envie à des gens qui se rapprochent peut-être justement d'aller voir à quoi ça ressemble en vrai, ce serait mieux qu'en audio. Mais peut-être que justement, avant qu'on passe sur Ouais. la chaise à bascule, tu peux nous donner quelques exemples de choses que tu as construites avec Coda, que ce soit pour toi, pour des clients, pour... Par exemple, notre outil de gestion à la chaise à bascule, de gestion on va dire, d'agence, même si on va rentrer plus dans le détail après, il est sur Coda. Donc on gère, voilà, nos projets, enfin, non seulement nos contacts, nos structures, partenaires, les projets, les devis associés à ces projets. Et puis on traque, voilà, le temps passé sur chacun des projets. Et ce qui est chouette, en fait, c'est qu'on peut aller finalement, enfin, pour nous, ce qui a été chouette, c'est d'aller plus loin que Notion en automatisant la génération de devis, en créant des interfaces qui peuvent, voilà, être, comment dire, filtrées de manière avancée selon le projet, selon la personne qui est connectée, comme je vous disais. Aussi avoir la partie graphique. On peut voir nos performances, enfin, on va dire nos performances, on va dire nos performances mensuelles ou annuelles. Voilà pour la chaise à bascule. Et un autre projet un peu Ou est-ce que différent. ou si tu as vu des choses, tu vois, un peu sympas, un peu originales même, Mmh. tu vois. Je sais que dans les templates Oui. de Coda, il y a des choses assez originales, il y a des choses de suivi, je sais pas, de sport, des trucs, enfin, j'avais vu plein de choses déjà à l'époque. Je sais Ouais. aussi des trucs un peu, justement, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, tu vois, sur l'outil en lui-même et ce qu'on peut en faire. Par exemple, il faudrait que je retrouve le lien, mais on avait créé un Coda de l'Avent en décembre et Mmh. initialement, je l'ai partagé sur LinkedIn, donc une astuce Coda par jour. Mais initialement, c'était Mathieu qui avait créé un document où en fait, tous les jours, il y avait une case qui s'ouvrait du Coda de l'Avent avec, une astuce, du jour. Donc ça, c'est OK. possible aussi de le faire, sur Coda. On peut faire, par exemple, un portfolio. Ça se voit beaucoup, son portfolio des projets, qu'on ça, c'est Scott Weir, le The Coda Guy, la Mmh. figure, comment dire? La figure, comment dire? Assez présente dans Chaque l'univers outil de a Coda. un peu une figure, un youtubeur ou une C'est, influenceur, voilà, une c'est influenceuse youtubeur un peu. américain. Ouais, c'est ça, ouais. Et lui, finalement, il a fait un truc pas mal. C'est qu'en fait, il a un portfolio, en fait, de templates qu'il a fait, donc ça, il les présente sur Coda. Et en fait, certains templates, tu peux les avoir gratuitement et certains autres templates, ils sont payants. OK. Et en fait, sur cette page-là où il présente ses templates, eh bien, c'est aussi comptabilisé combien chaque template a été téléchargé. OK. Donc ça, c'est une sorte de mini app où en fait, tu rentres ton email en haut et ensuite tu peux soit en télécharger gratuitement, soit en payer certains. Et il faut que tu rentres ton email pour que ça débloque aussi ces OK. possibilités-là, tu vois. Donc Intéressant. c'est un truc un peu avancé, mais j'ai trouvé ça super smart. Hem Et puis, tu peux aussi, ouais, ça aussi, c'est un truc original. Mais bon, il y a aussi quelques geeks, dans la communauté Coda qui donc si je vous donne, allez, 2 choses originales. Il y en a un qui a créé un jeu d'échecs, OK. sur Coda. OK. Waouh! Il y a un pouce qui s'affiche. Ah putain, c'est drôle. Sur J'avais jamais vu cette fonctionnalité. Pardon. Bon, là, les gens en plus vont écouter, vont pas comprendre. Mais t'as fait un pouce comme ça et ça a fait apparaître un pouce sur notre caméra, quoi. Ouais, est-ce que C'était ça vous arrive en ce moment? On veut vos retours, d'une manière ou d'une autre. Si vous me trouvez sur le Slack ou sur LinkedIn, dites-nous si ça vous arrive parce qu'il faut que comment dire? Je perce ce mystère en ce moment quand je fais comment dire? Effectivement des pouces ou des signes, j'ai des éléments qui s'affichent sur mon écran. OK, bon, Donc, ça doit être ta caméra alors, ah effectivement. J'ai ah, dit peut-être c'est dans le dans Zencaster non, qu'on utilise, j mais non. ça doit être peut-être effectivement dans ma caméra, je vais regarder. Et Pardon, du coup, tu nous donnais et donc 2 exemples que tu donc il y avait le jeu d'échecs, donc ça, c'est oui, assez jeu puissant, d'échecs, assez ouf. de mettre des règles et tout ça, en fait, c'est avec il me semble, c'est avec des images, en fait, qui recréent, Mmh. et donc tu peux comme ça avec, bon, il y a pas mal de code et de création d'images, recréer le jeu d'échecs et tu peux aussi faire un peu la même mécanique pour créer carrément un jeu où la personne, enfin le personnage se déplace. Tu as des OK. flèches et tu peux déplacer le personnage et aller à la recherche de pommes. C'était OK. c'était dans un champ, il fallait aller chercher des pommes et en trouver 5. Donc voilà, en fait, bon, globalement, tu peux utiliser Coda pour pas mal de cas d'usage, métier, mais tu peux aussi t'amuser à créer des petits jeux, sur Coda, des petites applications, même des simulateurs. Hem, Par exemple, voilà, la personne, elle remplit, certaines informations et ensuite, en dessous, elle a, la simulation de, Mmh. combien ça va lui coûter, selon, voilà, ses besoins. Donc ça aussi,
c'est possible. Bon, je vais m'arrêter là, Mmh. sinon on a y Non, mais passer la tu vois, nuit, mais non, mais c'est intéressant. Bon, il faut que les gens aillent regarder, hein, de toute façon, ce qui est disponible. Mais tu vois, moi, je trouve que il y a pas de meilleur moyen de dire que c'est des mini-apps, quoi. C'est des applications, souvent ouais, plutôt à usage interne, des outils de gestion, des choses comme ça, mais ça reste des petites ouais. applications. Et je trouve que, tu vois, le fait que Coda parle de documents, en fait, tu vois, que ça soit associé à ce truc document, ça, quelque part, je trouve que ça les dessert un petit peu, tu vois, parce que Mmh. ça ne souligne pas la puissance de ce que tu peux faire, tu vois. C'est vrai. Mais bon, c'est du marketing, hein, je pense qu'ils ont des équipes marketing bien plus avancées que moi, mais voilà, tu vois, quelque part, je trouve ça un peu injuste de les mettre dans la même catégorie que Notion, par exemple, Mmh. parce que, juste là, les exemples que tu as donnés, mais il y en a bien d'autres, on peut faire des choses beaucoup plus avancées, en réalité, avec Kodak, avec Notion, aujourd'hui. Et franchement, sans rentrer trop dans l'analyse, mais ça se voit bien que Notion se sent menacé, est en concurrence directe, parce que beaucoup de choses qu'ils ajoutent, Oui. les boutons, les machins, les formules 2.0, je veux dire, vraiment, ça ressemble aux formules de Coda, quoi, même visuellement, enfin, tout. Donc, on voit qu'il y a quand même un truc comme ça. Alors, Notion a plein d'autres points forts, mais moi, quelque part, je crois que j'aurais préféré que Notion reste un petit peu sur cet aspect un peu minimaliste, un peu simple, un Mmh. peu de document, justement, un peu statique, avec, allez, des bases de données et tout, plutôt que là et que Coda ait cette distinction, que pour ceux qui veulent faire ça avec Coda, ils le font avec Coda. Or, finalement, on se retrouve avec une espèce de petite convergence, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le business, c'est pas nous qui sommes les product managers, mais C'est vrai qu'on me demande souvent, mais même moi, j'ai pas la réponse parce que j'étais pas là à ce moment-là. Mais voilà, est-ce que c'est Notion qui a copié Coda ou Coda qui a copié Notion? Mais de ce que j'ai l'impression, c'est beaucoup de l'un et l'autre. comme Il y a des souvent, hein, c'est ouais. Mais là, tu vois, je trouve que, alors, bah, en fait, du coup, je vois que côté Notion puisque je suis pas vraiment un utilisateur de Coda, mais là, je vois beaucoup de choses ajoutées par Notion qui étaient oui, déjà qui disponibles sont dans Coda. Donc, c'est mais vrai que sur la peut-être qu'il partie y a des technique, choses dans ouais. l'autre sens, hein. Je sais pas, Sur la mais partie technique, mais tu vois, au début, en fait, initialement, Coda, il y avait, comment dire? C'était beaucoup de formules, mais par exemple, même pour que tu vas paramétrer ton bouton, fallait tout faire sous forme de formule et tu étais assez peu guidé. Je mmh. pense que la partie guidée, plus on va dire, no code, elle était inspirée de d'autres, tu vois, d'autres acteurs. Mmh. Bah, je pense que dès Potentiellement, le début, ils ont toujours eu cette vision Coda, je pense, de faire que ça soit accessible, mais c'est vrai qu'ils ont choisi de partir des truc compliqué et de oui, redescendre en oui, niveau oui. d'accessibilité, mais du coup, t'as toujours le truc puissant, et c'est juste, ça devient de plus en plus facile de l'utiliser. Et Notion, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire tu pars d'un truc simple, et puis t'ajoutes des trucs compliqués, et, euh, et après, on verra où ça arrivera, on refera un épisode dans 2 ans, et on fera un bilan du match, mais bon, c'est intéressant, mais encore une fois, moi je pense qu'il, pour l'instant, il faut pas trop les comparer non plus, parce que Notion, aujourd'hui, même si hier, on a fait un live assez incroyable sur. On a OK. découvert des espaces de travail de plusieurs personnes, de plusieurs experts. Peut-être je mettrai le lien juste à titre de comparaison. Euh, et donc, il y a des gens qui créent un peu des espèces d'applications dans Notion, mais en détournant aussi des choses et puis en utilisant les toutes dernières fonctionnalités, quoi. Mais là où Coda permet. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y avait Marie, par exemple, qui montrait son outil de gestion de son activité de freelance. Mmh. Ouais. Bon, franchement, c'est un outil qu'elle a créé dans Coda. C'est vraiment un outil interne. C'est vraiment une application, quoi. Enfin, dans Notion, pardon. Mais voilà, c'est un truc très avancé. Et je crois très sincèrement, sans dire trop de bêtises, que c'était possible de faire la même chose avec Coda déjà il y a 3 ans, quoi, en quelque sorte. Mmh. Et voilà, c'est pas pour rabaisser l'un ou l'autre, c'est des trajectoires différentes et c'est assez intéressant. Et enfin voilà, bon, bref, je pense que ça situe un peu les choses. Je pense qu'après les gens, Mmh. chacun doit se faire un petit peu son avis, quoi. Mmh. Euh, Avant qu'on avance trop, justement, parlons de la chaise à bascule, parce que ça, c'est quand même aussi intéressant. Ouais. Comment c'est né? Tu nous as dit tout à l'heure que tu t'avais commencé donc en tant que freelance. Tu t'es présenté d'ailleurs toujours en tant que freelance, il me semble, au tout début du truc. Est-ce que Ouais. tu vois comment ça fonctionne? Parle-nous de la chaise à bascule, le côté collectif, parce que vous présentez comme ça, comme un collectif. Voilà, comment ça marche? Effectivement, on a un collectif donc de freelance, no code, et donc on se présente comme collectif au service des organisations engagées. Et c'est vrai que, on va dire dans le cadre parfois de plus gros projets, et pour simplifier, on peut dire qu'on est une agence no code parce qu'en fait finalement les projets on les mène, comment dire? De manière similaire à une agence quand on est plusieurs à bosser sur le même projet. Donc voilà, l'objectif voilà, c'était de se réunir pour, mettre, on va dire, nos compétences, en termes de transformation, voilà, numérique, optimisation des process,
au service de projets à impact. Après, c'est large, c'est-à-dire impact social, sociétal, environnemental. Donc ça se matérialise, tu vois, par des partenaires que l'on a. Par exemple, le support asso qui est vraiment une boîte de conseils, d'accompagnement des assos, mais tu vois, sur différents Mmh. volets, communication, comptabilité. Et nous, on est sur les volets numériques. Ça se matérialise donc par les partenariats avec d'autres structures. Et de plus en plus, on essaie aussi de le matérialiser, tu vois, dans nos projets. Heu, Tu vois, par exemple, après, je pense que ça fait partie aussi des bonnes pratiques, tu vois? Mais tu vois, en questionnant les fonctionnalités, essayant quand même d'avoir une certaine sobriété, tu vois, Mmh. dans la création de nos outils, en essayant de choisir les outils, comment dire? Les plus vertueux quand c'est possible. Voilà, c'est vrai que ce serait chouette d'avoir de plus en plus d'outils, heu, européens avec, Mmh. peut-être, Open voilà, source peut-être, voilà, open source, des engagements d'éco-conception, tout Mmh. ça, on aimerait bien aussi de plus en plus Mmh. l'intégrer dans, heu, Ça dans nos viendra, je projets. pense. Ça Donc viendra, je pense. Alors, c'est des un peu fois, ça tôt, viendra mais sous la forme de greenwashing, on va dire, puis des fois, ça viendra sous la forme de choses vraiment sincères. Je pense qu'encore une fois, on est tellement tôt dans ouais. tu vois, ces outils no-code, qu'ils sont encore en train d'essayer, des fois, de trouver leur marché, des fois, de travailler sur des fonctionnalités, tu vois, tout ce qu'on évoquait juste avant, un petit peu là. Ouais. Et c'est un peu un tort, hein, mais qu'ils se prennent pas le temps de soit avoir des pratiques d'éco-conception, soit de les documenter. Peut-être qu'on ne sait pas, hein, d'ailleurs, peut-être que dans les équipes techniques, tu vois, de Coda, ils font des conceptions, mais juste ils le documentent pas, tu vois, parce que c'est toujours un peu cette course Mmh, de mmh. d'abord il faut faire du business, et c'est dommage. Ça doit être des choses un peu natives, un peu comme tout ce qui est RGPD, Privacy First, etc. Ouais, Mais alors, juste pour comprendre, pour en revenir ouais. à ce que tu dis, est-ce que tu fais des missions en dehors de la chaise à bascule? C'est juste ça que j'arrive pas assez bien à comprendre, mais parce que c'est aussi un peu la notion de collectif où c'est un peu mouvant, tu vois? Est-ce que tu fais des missions seul, ou est-ce que ce que tu fais, c'est via la chaise à bascule? Ou est-ce Mmh. que, par exemple, et alors vraiment dis-moi si je dis vraiment n'importe quoi, mais si c'est pas un projet à impact, par exemple, peut-être toi tu vas le faire seul, si Total vient te voir avec un gros chèque. Ça, Non, c'est c'est un je peu plaisante. extrême, mais Non, non, est-ce qu'il y a une distinction? Je sais pas, voilà, c'est juste pour comprendre un petit peu plus ça. effectivement, en tout cas, c'est un équilibre à trouver parce que je suis non seulement investie, dans le collectif de la chaise à bascule, mais aussi dans la communauté, Coda tout simplement. Donc c'est Mmh. vrai que, sur des projets, c'est très chouette. Par exemple, avec Support Asso, bah, on accompagne des boîtes de l'ESS, et des assos avec, principalement du coda, donc là, c'est chouette, ça coche toutes les Mmh. cases. Moi, c'est ça, mon objectif, je pense à terme, Mmh. c'est, C'est cool. la niche de niche, ce serait coda pour les boîtes engagées. Mmh. Mais on y est pas tout de suite, je pense, Ouais, mais mais c'est bien d'avoir ça en ligne de mire, tu vois? Moi, je pense que c'est important de faire vraiment ce qu'on veut et ce en quoi on croit, tu vois? en tout cas, ça marche plutôt bien pour la petite aparté, après, j'arrête de parler de coda, mais le modèle de coda, de payer que, tu vois, pour les doc makers, c'est-à-dire les administrateurs, donc tu Mmh. peux payer entre 10 et 30 $ selon, les fonctionnalités que tu veux, entre 10 et Non, tu 30 fais bien dollars de le par dire, ouais. doc maker. Et donc après, tu peux être 100 bénévoles, 200 bénévoles dans ton asso et tu pas obligé d'avoir, comment dire? Chacun à son compte, mais tu payes pas pour chaque personne qui utilise, tu vois, Mmh. l'outil Ça, tu interne. Et fais ça, bien c'est de le vraiment, préciser, merci, hein. Je pense qu'il y a des gens, d'ailleurs, ça va faire aussi peut-être ouais. un peu encore plus continuer à basculer. Mais non, mais c'est vrai, Beau hein, jeu de c'est bête, mots. hein, mais les modèles de pricing de certains des outils qu'on a évoqués avant sont un peu prohibitifs pour les assos, Ouais. ou même pour des entreprises qui peuvent pas payer pour chaque collaborateur qui va juste aller appuyer sur un Ouais. bouton une fois de temps en temps, quoi. Et c'est ça. Et en fait, moi, enfin, faut pas dire ça, mais moi, il y a beaucoup de projets où ils avaient 1 ou 2 licences Airtable et ils étaient Mmh. pleins à bosser dessus. Bien Et sûr, oui, mais parfois, c'est tu bien. as moins 50% quand tu es une asso, mais il n'empêche que quand tu es 200 personnes, tu Mmh. vas quand même pas prendre, 200 licences. Mmh. Coda le Hem, fait aussi d'ailleurs, les 50%, puisqu'on l'a eu avec l'association de Code France pendant quelque temps. OK. Mmh. Bah, mais donc c'est vrai que sur cette partie, bonne pratique, sécurité et puis le fait aussi de pouvoir utiliser, tu vois, ces fonctionnalités d'identifier tes collaborateurs, de les assigner facilement, tout ça, de profiter que chacun ait sa licence, c'est quand même plutôt chouette. Et donc tout ça pour dire que voilà, il y a plein de enfin, il y a une partie des projets, voilà, qui sont, du coda et qui sont, avec des projets engagés, mais aussi des projets engagés qui sont pas sur du coda et je fais encore du Airtable, du Software, ou parfois, d'autres outils quand il y a des besoins. Et c'est vrai que, il y a aussi des demandes coda qui sont pas engagées et c'est vrai que, je les considère plutôt comme des projets, perso.
des Mmh. projets solo que je mets pas vraiment, comment dire, Via le sous le, collectif, quoi. ouais, euh, Et sous le justement collectif. ce collectif, comment ça fonctionne, au quotidien? Tu vois? Enfin, vous parlez régulièrement? Comment ça se passe quand il y a une demande qui arrive? Mm. Petit peu si on prend un exemple un peu d'un projet, tu vois? Une demande, elle arrive, comment vous décidez? Qui l'a fait? Comment vous facturez? Alors, il y a des demandes qui arrivent soit par, donc il y a Lucas, Céline et moi. Lucas qui est à Marseille, Céline à Montpellier et moi toujours toujours à Paris, bientôt à Mmh. Dijon d'ailleurs. S'il y en a qui OK. sont là-bas, on Il je faut voilà, démarrer, hein, le petit meet-up No Code France à Dijon. Je faut crois qu'il y en a pas démarrer, encore, hein. faut ouvrir le channel Slack de Ouais. Bourgogne-Franche-Comté parce qu'il manque. Bah, il faut le faire. Non, mais n'hésite pas à le demander, hein, pour de vrai. Non, ça m'a fait rire de pas le voir. Ça m'a fait rire, mais effectivement, il y a encore, toutes les régions sont pas encore quadrillées. Mmh. Et comment oui, donc parfois il y a des demandes qui arrivent de Lucas, de Céline ou de moi. Et donc là, du coup, c'est la personne, qui apporte le lead, qui a la priorité et qui fait souvent le premier call. Et en fonction de comment se passe le premier call, eh bien, soit elle prend la mission et très bien, finalement, elle peut, ouais, elle vit sa vie, on va dire, de freelance sur la mission. Et elle a le comment dire? Elle a le bénéfice d'utiliser, en fait, tout, tu vois, les process qu'on a mis en place ensemble, Mmh. les outils, tu vois, tout bêtes, mais de génération de devis, nos templates d'audit. Mmh. C'est ça aussi l'avantage, c'est de mettre en commun nos Mutualiser, nos ouais. bonnes pratiques, tu vois? Et donc même quand tu mènes une mission solo, en fait, tu bénéficies quand même de tout ça et on fait des points en plus de manière hebdomadaire sur, quelles sont nos missions en cours. Donc chacun est au courant Mmh de mh. ce que les autres, font, même de manière solo. Voilà, donc si par contre, par exemple, Lucas, il a besoin d'un coup de main sur la mission, eh bien, il peut être, on peut demander l'aide, de Céline ou moi. Et il peut aussi nous demander, voilà, si jamais, par exemple, c'est sur du Coda et que lui, il maîtrise pas Coda, il peut aussi me la donner. Et donc là, on fonctionne, en, apport d'affaires, tu vois, avec, voilà, entre 10 et 20 d'apport d'affaires selon, on va dire, Mmh. l'implication de chacun. Et par contre, là où c'est un peu plus difficile parfois, c'est quand ça vient sur le formulaire de contact de notre Mmh. site, tu vois, de HC Bascule. Là, on va dire qu'on décide un peu qui est dispo et qui est intéressé par la mission. Et souvent, ça se Mmh. fait plutôt bien vu qu'on est que 3. Ça va, on Vous se sautez marche pas pas trop dessus, dessus. non, non, moi je veux le prendre, vous tirez pas trop le truc à vous. Voilà, et puis ça Mmh. arrive que parfois des co-découvertes, on les fasse à 2 Mmh. et à ce moment-là, ça se précise, tu vois, les affinités, les Mmh. disponibilités. Donc c'est encore très, j'allais dire artisanal, mais c'est plutôt chouette de collaborer régulièrement avec les mêmes personnes parce que, Mmh. comment? Il y a certains freelances qui le font, en fait, sans être en collectif. Mmh. Mais là, comme je disais, ça permet de mettre en commun les pratiques, d'aussi uniformiser tout ce qui est devis, accompagnement, Mmh. de capitaliser sur nos bonnes, comment dire? Les missions qui se sont bien passées, nos, Est-ce que c'est tout pas ça, ça, de nos toute façon, le expériences. le 1er bénéfice justement des collectifs, c'est de ne plus être seul C'est ça. et donc avoir des gens avec qui on interagit régulièrement, qui connaissent, des projets, et puis aussi tout ce que tu disais de mutualiser, et puis d'être un peu plus fort à plusieurs quoi finalement, sans être non plus trop engagé quoi. C'est ça, et ça peut nous permettre, aussi d'être un peu plus crédibles auprès de grandes structures, tu vois? Mmh. Qui demandent, hem, comment dire? Qui demandent une équipe en face pour Ouais. les accompagner, tu vois? Sachant que le collectif en lui-même n'a pas de structure, Non, juridique c'est quoi. vrai. Mais ouais, C'est non, vrai. mais c'est non, mais Chacun c'est vrai, hein, cela chacun dire. D'avoir une équipe au chacun moins de gens, enfin de pouvoir aller sur des projets à plusieurs, qui se connaissent et cetera, c'est sûr que c'est plus crédible quoi, où il y a un étendard. Et est-ce que, vous avez envie de faire rentrer d'autres gens? Ou est-ce que justement, parce que finalement, tu vois, il y a des choses que tu décris qui effectivement peuvent changer à partir du moment où, vous êtes plus nombreux? Ce qui à mon avis moi, c'est la question que je me pose, tu vois, quand je vois des collectifs où il y a 10 personnes dedans, là, je me dis: «Comment, tout le monde a à manger, quoi?» Enfin, Ouais, pour le moment, on reste, 3 et on collabore avec d'autres freelances, tu vois? Plutôt, ponctuellement. Tu vois, on avait un besoin à une huitaine, enfin voilà, sur certains besoins qu'on prend pas en charge, soit par manque de temps ou par manque d'expertise, on collabore avec d'autres, freelances ponctuellement. Donc voilà, on est ouvert à d'autres, formes de collaboration, mais je pense que voilà, on s'agrandira effectivement quand on croulera vraiment sous je veux dire, sous les demandes et hem et comment? Et qu'on aura aussi bien parfait notre, tu vois?
notre organisation. Mmh. Mais c'est vrai que 3 je trouve c'est le bon nombre et qu'une dizaine ça va commencer à faire beaucoup pour s'organiser. Ouais, oui, oui, non, non, mais après c'est des exemples, enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu cet objectif d'avoir des gros collectifs parce qu'ils se disent: «Bon, bah, comme ça, on a toujours quelqu'un qui sait faire, un peu», tu vois, le côté très, justement, un peu pas comme vous voulez faire, mais très polyvalent, où tu as un peu toutes les technos qui sont représentées et cetera. Or, moi, je pense qu'il faut mieux être un peu, ciblé, avoir un angle, que ça soit sur les clients ou que ça soit sur les technos, quoi. C'est vrai que nous, on est assez spécialisés, oui, outils internes, Mmh. Bah, beaucoup de Airtable, et voilà voilà, un peu du et d'autres du outils, mais c'est vrai que ça ouais, du Coda, ouais, ouais. mais aussi un peu de, tu vois, de Retool ou WeWeb que peut faire, Mmh. Lucas. Mais c'est vrai on a peut-être, ouais, une petite dizaine d'outils, mais on va pas aller commencer à faire, voilà, du Webflow ou du growth marketing, enfin des choses qu'on Mmh. maîtrise pas, quoi. Non, mais moi, je trouve ça cohérent, en tout cas, parce que quand même, pour connaître un peu le monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui ne connaissent pas, donc globalement, les associations, l'entrepreneuriat social, et cetera, il y a vraiment des besoins, quoi. Notamment dans les associations, il y a énormément besoin enfin, il y a une vraie fracture numérique, on va pas se mentir, quoi. Ouais. Enfin, et besoin d'outillage interne, de pouvoir mieux travailler, enfin, sans utiliser de mots de productivité et tout, mais voilà, ne serait-ce que pour que l'action de l'association puisse être déployée, quoi. Enfin, parce que quand on voit, en fait, souvent les freins, moi je trouve, dans les assos, c'est les outils, quoi, pour pouvoir un petit peu passer à l'échelle. Qu'on voit, ils font tout à la main, je sais pas, pour organiser des collectes, des trucs. Tu vois, quelques outils, là, comme ceux qu'on a évoqués, bah, tu peux les aider à faire plus, moins travailler. Il y a aussi beaucoup de burn-out et tout dans les assos, hein, franchement, aider les gens à mieux travailler, je pense que c'est hyper important, quoi. Donc c'est une super mission, quoi. C'est vrai que ça nous parle pas mal à la Chaise à Bascule, en tout cas la philosophie de contournement, d'aider, les personnes, tu vois, qui sont, ouais, qui ont des besoins parfois simples, qui sont, comme ça victimes de, ouais, de fractures, numériques et sans effectivement, dire productivité, comme tu dis, à tout prix ou d'aller sortir des mots un peu, tu Mmh. vois, tendance du moment, tout de suite vouloir mettre l'IA partout, ce genre de choses. Mmh. Alors qu'en fait, la base, c'est déjà d'avoir l'information, centralisée, Mmh, ouais, ouais. organisée, que chacun, voilà, puisse, s'approprier l'outil, soit à l'aise et en fait, aussi que sa charge mentale, baisse, tu vois? C'est des Mmh. choses comme ça, en fait, qui nous parlent à nous et c'est vraiment là où on a le plus de valeur ajoutée, en fait. Ouais. Mmh. Et réalistement, bon, nous, on vend des formations, mais réalistement, tout le monde ne peut pas se former. Je veux dire, c'est tout dans une association, il y a des gens, ils ont besoin de faire ce qu'ils font pour l'association et d'être accompagnés pour Ouais, mettre en place les outils internes. Après, des fois, se former un petit peu pour pouvoir un petit peu mieux utiliser Airtable, Coda, n'importe, enfin, mais c'est aussi un peu une illusion de dire que tout le monde va commencer à construire ses propres outils internes et tout. Nous, on en serait très contents, hein, mais je veux dire, c'est pas. Moi, je pense que aussi des fois, c'est normal, il y a des priorités. Et là, tout l'enjeu de collectifs ou d'agences ou de freelance, et surtout, j'ajouterais, qui connaissent un petit peu le monde de l'ESS, parce que c'est un monde assez particulier. On en a parlé des fois avec Alexandre Talon de la Bastide ou avec d'autres gens. Enfin, ça fait une différence, je pense, de comprendre un peu et d'avoir envie aussi de travailler. C'est pas toujours les mêmes budgets. C'est plus facile des fois d'aller ouais. travailler avec des grosses startups ou des gens qui ont de l'argent, je pense. Mais c'est pas la même mission, quoi. Non, mais c'est clair et ça aide beaucoup d'avoir des partenaires aussi qui ont un pied dedans et qui connaissent bien ce secteur-là aussi parce qu'on comment dire? On est super complémentaires. On est super complémentaires, bah, notamment, comme je disais avec Support Asso et Niae qui bosse, chez Support Asso, il est très fort pour, bah, conseiller les assos sur leur structure, sur comment s'organiser et nous on traduit ça sur la partie, numérique et ça marche plutôt bien. Parce qu'en fait, il y a aussi ce gros besoin d'être accompagné sur la structuration et ouais. Est-ce que je dis une bêtise? Si Niae, je crois qu'il vient, j'ai vu ça passer sur le Slack, il s'implique justement dans la guilde diversité inclusion maintenant. Peut-être. À la place de J'ai Manon, je crois. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu ça passer en vrac, dans les 1000 infos qu'il y a dans ma tête. Mais du coup, c'est bien parce peut-être. que ça me fait je le dis, je le connais pas encore, mais ce sera l'occasion. Et donc, ça fait, tout se recoupe et ça m'amène un petit peu au dernier sujet. Juste une petite question, mais un petit peu toi, ta vision, peut-être justement c'est ces questions un petit peu de diversité, de mixité. C'est deux choses un peu différentes, mais voilà, et notamment
dans la communauté no code, comment toi tu ressens le fait, la place des femmes dans cette communauté, tu vois, et toi peut-être est-ce que tu dirais que est-ce que tu as trouvé ça difficile d'arriver dans la communauté? Au contraire, est-ce que tu as été bien accueilli? Comment est-ce que tu as fait si c'était le cas, tu vois? Bon, j'ai mis Mmh. plein de questions en une, mais je pense que tu comprends un petit peu Ouais. l'objet. Quel est ben, moi, je vais parler plutôt de comment, je pense j'ai vécu ça. On va dire, j'intellectualise pas trop, je me suis pas posé trop de questions, mais je pense que chacun effectivement a son parcours. Étant donné que j'ai été baignée dans des filières scientifiques et dans des écoles d'ingénieurs, du coup, je pense que j'étais déjà baignée dans des, milieux, avec une forte part de on va dire, d'hommes comparé aux Mmh. aux femmes. Donc c'est vrai que, j'ai appris à être, voilà, à être à l'aise, dans tout ça. Mais chacun effectivement chacun le vit différemment mais c'est vrai que, hem, voilà, moi j'ai toujours, été plutôt à l'aise, et enfin dans ces milieux masculins et Mmh. donc peut-être aussi quand on grandit avec un grand frère et qu'on passe nos journées à jouer, aux voitures, aux billes, enfin ce genre Mmh. de choses. Je pense que ça remonte à loin, ce genre de choses. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai été accueillie, par, Julien Mautet, de connaissance en connaissance et donc j'ai été, ça va, très bien accueillie, très vite, mise, comment dire? Mise en avant, on va Mmh. dire, ou invitée sur les Airtable Arena et c'est vrai que c'était quand même intimidant au début et je pense que il y a cette part, ouais, de timidité où on se sent pas forcément légitime, on a peur de dire des conneries, mais après c'est peut-être, tous les débutants aussi qui ont peur au début de s'exposer. Hem, voilà, mais finalement avec un peu, moi ce que je dirais, c'est avec un peu de résilience, presque d'acharnement, on y arrive et la communauté est super bienveillante et c'est vraiment ça que je retiens, quoi. C'est que c'est super bienveillant et que, tout le monde, enfin, de mon point de vue, tout le monde a arrive à trouver, Mmh. sa place. Enfin, après, c'est vraiment mon point de vue, hein. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui se voient pas forcément aussi, Mais je voilà, pense. C'est toujours il y a ça. C'est pour ça que je pense des que choses c'est qui se voient important pas, de compliquées de questionner un peu, ouais, c'est compliqué de ouais, de donner, mais de donner, chacun a son effectivement son parcours et en tout cas pour moi ça s'est bien passé. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, hem effectivement, c'est important, qu'il y ait des femmes et qu'il y ait aussi des personnes de différents, backgrounds, qui prennent la parole, qui soient actifs sur les réseaux, qui soient actifs dans la communauté pour montrer aux personnes que c'est possible. bien Parce sûr. que voilà, pour moi, ça s'est fait un peu de fil en aiguille, mais j'ai aussi des modèles, d'entrepreneuses, par exemple, My Better Self, Caroline Mignot, ce genre de filles que je suis Mmh. sur Instagram qui aussi me montrent, et me poussent à aller plus loin en me disant: «Mais en fait, tu peux, être entrepreneuse et voilà, avoir plusieurs projets en même temps», aussi réinventer en fait tout ce monde de l'entrepreneuriat et aussi de l'entrepreneuriat au féminin. Donc voilà, je pense que de toute façon, c'est super important qu'il y ait des modèles dans la communauté et aussi dans le monde entrepreneurial. Donc en tout cas, je suis Mmh. ravie de contribuer à ma petite échelle à ça et je Non, c'est remercie clair. les femmes qui le font aussi, qui partagent leur parcours, en tout cas voilà, partagez votre parcours. Ouais, C'est non, mais tu vois, c'est pas anodin, mine de rien, tu vois, dans Airtable Arena, t'es souvent la seule fille. Alors des fois, je crois qu'il y a Léa qui est venue de temps en temps aussi, ouais, enfin, mais ouais, tu vois, c'est au milieu de 4-5 c'est mecs, vrai. et ça, c'est pas évident, et donc c'est bien de le faire, parce que justement, ça ouvre, et après, c'est peut-être une, deux, enfin, et puis ça vient, mais ça ouvre un petit peu la voie, parce que sinon, ça peut être peut-être aussi plus facile et confortable de se dire, bon, bah non, j'ai pas envie d'être la seule, et en fait, du coup, bah, on reste bloqué un peu dans la situation, quoi. Donc, C'est ça, donc ouais, mais c'est c'est cool. vrai que parfois je me fais la réflexion quand je vois qu'on est 4-5 et que je suis la seule, ça me fait un peu, Hein. bizarre, mais c'est ça, ouais, le principal, c'est d'avoir des modèles pour que ça aide à évoluer. Et vous avez des statistiques comme ça de, un peu des proportions de femmes dans la communauté ou pas? Ouais, on a des statistiques parce qu'on a fait une enquête que Pierre avait lancée il y a déjà pas mal de temps et qui tourne un peu tout le temps, où les gens peuvent, et je crois, je veux pas dire de bêtises, mais qu'on est en fait, malgré la mauvaise représentation entre guillemets, par exemple sur le Twitch où il y a quand même principalement des hommes, Ouais, dans la communauté, on est, je crois, pas loin de 60-40, donc quand même 60% d'hommes.
OK, Mais on n'est OK. pas, clairement pas à la mixité, mais par contre, il y a une surreprésentation des hommes, même dans les messages Slack, et cetera, quoi. Mais Mmh. il y a un je vais pas dire de bêtises, je sais pas si Pierre écoute, il corrigera, et puis je le dirai dans la prochaine émission où je sais pas, là, on n'est pas en live. Mais oui, en fait, c'est pas, je me souviens que quand on avait vu les chiffres, je m'étais dit: «Ah OK, c'est pas si catastrophique que ça», entre guillemets, même si Mmh. l'objectif évidemment c'est 50-50. Mais après, il y a cet enjeu justement de la représentation Mmh. de la place. Il y a sur le Slack de No Code France, il y a un canal réservé aux femmes, par exemple, qui est Ouais. important. Et voilà, mais on voit que sur les autres canaux, il y a moins de femmes. Alors je sais, après là-dessus, on n'a pas de stats précises, donc des fois c'est des impressions. Mais voilà, mais effectivement, Mais c'est rien à que la dans fois on les peut se dire c'est émissions. pas si pire, et en même temps, c'est toujours un peu dangereux de se dire ça parce que c'est après on se complaît un peu dans la situation alors qu'on sait qu'il y a encore du travail. C'est pas aussi pire que chez les devs, voilà, traditionnels, mais ça c'est pas du tout je crois que les dernières stats que j'ai Une entendues, c'était référence. 17% Ah de oui. femmes dans le monde donc voilà, Ça me Ouais, c'était un peu ça, effectivement, à l'INSA, on avait une filière, informatique et c'était, ouais, 20, ce genre de truc. Et effectivement, ouais, effectivement, c'est 60-40, c'est vrai que, bah, c'est effectivement, j'allais dire, c'est et pas si pire comme tu dirais. Mais c'est vrai que sur la représentativité, peut-être qu'on pourrait regarder après à voir combien il y a de femmes qui animent des Twitch, des live Twitch. Mais c'est vrai qu'on ça est va on pas est beaucoup, moins, ouais. visible, sur les réseaux, on se met moins en avant. Mmh. Mmh. Ouais, non, c'est clair. Bon, on essaye aussi, hein, de travailler. Après, il y a aussi pas beaucoup de gens. C'est toujours pareil. C'est un peu, il y a pas beaucoup de gens de femmes qui se proposent aussi parce que il y a probablement un peu d'autocensure, même si on essaye d'être. Mais bon, ça commence à changer un petit peu. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des femmes qui écoutent, qui Qui voudraient nous écoutent, animer ouais. des émissions, enfin, je pense au Twitch parce que c'est un truc que j'aime bien, alors que bon, en vérité, c'est un tout petit bout seulement mais c'est un lieu où c'est flagrant, quoi. Je veux dire, donc Mmh. et si c'est flagrant, bah c'est pas bon pour le truc au général. Sur le Slack, c'est probablement un peu différent. C'est moins engageant de mettre un message, mais je suis sûr que même juste de poster un message sur le Slack, il y a un petit peu d'autocensure, forcément, parce que c'est des choses qui sont un peu ancrées malheureusement dans les communautés sur Internet, sauf les communautés qui sont réservées que à des femmes, par exemple. Là, c'est le seul espace où c'est vraiment safe. Enfin, mais bon, ouais, Si j'avais un message à dire, c'est lancez-vous, vous êtes légitime en tout cas et proposez. N'hésitez pas, voilà, à vous proposer pour des lives effectivement ou même, hem, voilà, même si vous voyez certaines émissions, par exemple Julien, il invite, régulièrement des personnes sur son Twitch et bah, hésitez pas à le contacter sur, LinkedIn. Il est toujours, même sur le, mmh, Slack No Code France, il est toujours partant pour, interviewer des personnes, dans son comment dire? Dans son live, donc même si ouais. c'est pas, animer un live, ça peut être participer à un live, un podcast, Mmh. et ça Ouais, contribue. les portraits du no-code. Là, pour le coup, dans les portraits du no-code, je pense ils font exprès d'avoir la parité, etc. Mais c'est aussi un effort. Mais voilà, il y a des choses où il y a des canaux, effectivement, pour s'exprimer, pas hésiter à se mettre en avant. Il faut pas le voir comme un. Enfin, bon, ça dépend un peu du contexte. Il y a des gens qui viennent juste pour vendre des choses, hommes ou femmes, de toute façon, ça, c'est pas vraiment le lieu. Mais oui, oui, et puis on a, comme on l'évoquait rapidement, il y a une guilde dans l'association No Code France, donc c'est un petit peu la mission d'œuvrer à ça. Et c'est pas évident, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens, pas mal de personnes dans la communauté qui, je pense à Carole par exemple, enfin voilà, Mmh, qui oui. qui attire l'attention sur le sujet, qui apporte un petit peu de la réflexion et des choses. Manon aussi, enfin voilà, pour essayer de faire avancer les choses, quoi. Bah, bravo à elle. Bravo à elle. C'est Voilà. vrai que Carole et Manon, elles sont top. Enfin, et Et il y en ouais, a d'autres probablement. je les remercie. Ouais. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton temps, c'était passionnant, franchement, plein de sujets. Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter, si ça a inspiré des gens, les différentes choses qu'on a évoquées, que ce soit Coda, que ce soit, enfin, voilà, des gens veulent travailler avec toi peut-être. Peut-être. Hmm. Oui, bah, heu, si vous voulez avoir, le plus de news et me suivre un peu, régulièrement sur LinkedIn. Donc oui, Élise Reichardt sur LinkedIn. Hmm. On vous mettra mon nom de famille pour pas Je pour mettrai pas le lien. pour pas louper. Et puis oui, sur YouTube, Coda tout simplement. Voilà, et notre Discord aussi, Coda tout simplement pour s'entraider.
Cool, trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Merci à Salut. toi, Alexis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.